Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons passer au regard croisé numéro 5 intitulé Démographie et santé. Donc, je suis Stéphanie Bellard, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale en sciences médico-sociales et biotechnologie santé-environnement sur l'Académie de Créteil. Bonjour, François Verne, je suis inspecteur en sciences économiques et sociales sur l'Académie de Bordeaux. Et donc nous avons la charge de présenter ce regard croisé numéro 5, démographie et santé. C'est Michel Renaud qui va faire l'intervention principalement. Il est à distance. Nous avons préparé la réunion avec lui. Le voilà présent. Ce regard croisé va s'intéresser bien entendu au thème principal, la démographie, abordant la partie santé, mais en laissant de côté certains éléments qui ont déjà été vus. Je pense par exemple aux notions d'espérance de vie, avec ou sans morbidité, les questions du différentiel d'espérance de vie qui ont été évoquées hier. Vous avez aussi pu apprécier les informations qui ont été données lors de l'atelier précédent, en particulier sur les données statistiques, le travail proposé par M. Guéquière. Le thème démographie et santé est particulièrement intéressant pour les différentes disciplines que nous enseignons. Il est indiscutablement révélateur de différences individuelles, sociales, territoriales, ça a été évoqué. Il sera aujourd'hui traité plutôt sous le prisme de l'action des acteurs publics, des acteurs privés, qu'ils soient lucratifs, non lucratifs, avec un double focus. Donc il se trouve que nous avons la participation d'un acteur associatif qui a une spécialisation autour des personnes âgées, des personnes handicapées. Et la dimension démographique sera portée plus spécifiquement sur les personnes, les malades en puissance, qui s'ignorent, avec des enjeux bien entendu qui sont accrus avec le vieillissement. Ça a été en partie évoqué lors des conférences ou des ateliers précédents, mais on fera aussi, on s'intéressera à la question des professionnels de santé, des soignants, aux évolutions qui concernent la formation initiale et la formation continue, et on aura bien sûr au fil de cet atelier qui va durer à peu près 1 heure, la possibilité d'évoquer d'autres thèmes, comme ceux qui ont été abordés en termes de mobilité, de logement, la question des différences ou des inégalités territoriales, la question de la dépendance du 5e pilier, dont le projet de loi est en cours d'étude avec un certain nombre de vicissitudes. Voilà. Je vais laisser tout de suite la parole à Michel Renaud qui va se présenter et puis présenter l'institution dont il est le directeur général. Monsieur Renaud, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Est-ce que le son passe bien? C'est parfait. D'accord. Alors oui, vous êtes obligé de me mettre moi dans la grande visio, du coup je ne vois pas bien les autres, autant pour moi. Ok. Faut que je m'adapte à ça. Donc bonjour à tous. Donc je dirige aujourd'hui une association qui a 102 ans, à peu près 2000 salariés, avec une particularité d'être sur une seule zone géographique qui est la Lorraine. Une deuxième chose qui est transversale dans l'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées, c'est à savoir sanitaire, médico-social et social. Pour donner des choses très concrètes, ça va aller de l'hospitalisation à domicile ou de soins de suite et de rééducation jusqu'à du centre social, en passant par des EHPAD, par des services à domicile, de services à la personne ou du service de soins infirmiers à domicile ou des IME ou des maisons d'accueil spécialisées. Je vais essayer de ne pas être jargonneux. N'hésitez pas, je ne vous vois pas, donc c'est compliqué pour moi, donc, mais à poser des questions, à m'arrêter s'il y a des thèmes qui vous paraissent à reprendre, à revoir ou à expliciter. Pourquoi je vous parle de l'OHS et pourquoi je vous parle de ces points-là de l'OHS, c'est que le monde de la santé évolue de manière très importante et je pense que la majeure partie, ce sont les compétences des professionnels. Et l'impact de la démographie et de la santé, tant du côté personnes accompagnées, patients, résidents, que du côté salarié, il y a un impact de l'un sur l'autre. Je vous propose d'aborder les deux. Avec une particularité, c'est que, je ne veux pas dire ceux qui partiront en premier, ce que je voudrais, je pense que ce qui est l'enjeu et le facteur clé de succès de notre collaboration entre salariés, employeurs et formateurs, c'est d'arriver à une expertise, une connaissance du métier et de la personne accompagnée, et d'arriver par le biais de la complémentarité, de la souplesse et de l'adaptation pour accompagner la carrière. Je ne veux pas dire que ceux qui sont déjà pris tout à l'heure peuvent déjà partir, c'est la conclusion de mon intervention. Et puis, pour arriver à ça,
il y a plusieurs champs. Il y a le champ de mon métier, qui est la santé, et puis il y a le champ des professionnels. Qui vous parle? Un directeur d'association, mais aussi quelqu'un qui se plaignait, il y a encore 5-6 ans, et se plaint encore, quand je vois des professionnels jeunes formés qui arrivent dans nos établissements et qui, et c'est du vécu ce que je vais vous dire, arrivent et disent à la fin de la première journée, je ne me rendais pas compte de ce qu'était une personne âgée, je ne peux pas rester dans cet établissement, ça ne peut pas durer comme ça. Je m'en vais. Là, il y a un échec d'intégration peut-être, de formation certainement, ou en tout cas de connaissance du secteur de la part du professionnel en l'occurrence. Et puis, je partais du principe que j'étais employeur, que je devais m'adapter aux besoins des personnes dans mes établissements avec les professionnels qui étaient là. Alors, on s'est pas mal adapté en formation continue, en appui, en complémentarité, j'espère parfois en intégration positive, appui par les pairs. Et puis, on estimait que la formation continue ou la formation professionnelle initiale était faite par d'autres acteurs. Et puis, l'éducation nationale, vous êtes venu me voir, le rectorat, avec un autre collègue d'une autre association en Lorraine. Et on s'est dit, mais si on travaillait ensemble, il y a un nouvel outil qui s'appelle le campus des métiers et des qualifications, qui permet ce dialogue et cet échange. J'ai la chance d'être un des créateurs. On a relevé le défi il y a 4 ans sur un CMQ, campus des métiers et qualifications, autonomie et santé, qu'on a monté sur Nancy. C'est un des 6 aujourd'hui en France dans les CMQ santé. Alors, je ne sais pas combien il y a de CMQ en tout en France, sur tout secteur d'activité, mais de manière importante, ça se développe de plus en plus. Et puis, cette idée de dialogue, cette idée d'échange m'a plu. Et je pense que ce n'est plus possible d'être en parallèle les uns des autres, mais c'est que ce dialogue peut être régulier, anticipateur, d'échange, d'appui, d'ouverture de portes, de compétences, d'échange avec des professionnels aguerris, des professionnels qui parlent de leur métier, mais aussi des espaces de vie et de travail. Et cet échange-là aussi est important. Et ça ouvre les yeux. Et ça fait 4 ans, à peu près, avec l'AUM, qui est l'autre association avec qui on a monté, mais aussi avec le rectorat, évidemment, on a monté ce campus. C'est pour aussi vous expliciter qui est la personne qui vous parle aujourd'hui, qui est Renaud Michel, par rapport au thème d'aujourd'hui de regard croisé. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un avant et un après dans la réflexion, dans l'échange, dans l'analyse et dans la compréhension des choses. J'arrive sur le thème particulier de démographie et santé. Moi, je pars obligatoirement de la personne accompagnée, comme l'a dit M. Verne tout à l'heure. Le besoin de la personne. Le besoin de la personne, il commence comment? Il commence par l'évolution de la population française. Alors, bien sûr, on peut parler de l'espérance de vie, que vous avez déjà vu tout à l'heure, qui est un élément majeur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est que vos parents, vos grands-parents, à vous qui êtes dans la salle, sont encore en vie pour la plupart d'entre eux. Ce qui, il y a 50 ans, 60 ans, n'était pas le cas en France. Ça veut dire qu'on a une bonne nouvelle, c'est qu'il faut s'occuper d'eux et on va les accompagner. Et en plus, cette évolution n'est pas terminée. Les gens qu'on forme aujourd'hui, les gens qu'on forme demain, seront sur le marché du travail, alors je ne veux pas faire de politique, mais une quarantaine d'années. Mais si on se projette, ne serait-ce qu'en 2050, premier chiffre que je vous donne, ne serait-ce que pour comprendre l'évolution du système et du besoin. Je dois me prendre mes notes. Si on s'arrête sur les seniors, on peut faire la même chose sur les personnes handicapées avec d'autres axes et d'autres enjeux. Sur les seniors, on projette en 2050 une augmentation de personnes accompagnées en EHPAD, donc des personnes plutôt dépendantes, entre 30 et 70% de plus qu'aujourd'hui. Ce n'est pas 1% par an, ce n'est pas 2% par an, ce n'est pas à l'identique d'aujourd'hui, c'est de 30 à 70% par an selon le scénario qu'on prend, scénario optimiste ou pessimiste. On parle de 100 à 200 000 emplois supplémentaires selon le scénario retenu. En tout cas, constaté, puisqu'il ne sera pas retenu ou pas, il sera constaté. C'est énorme l'évolution. Et à l'intérieur de l'EHPAD, ce ne sont plus les mêmes résidents qu'il y a 20 ans. Donc j'imagine que dans 30 ans, 25 ans, ce ne seront pas les mêmes non plus. Avec beaucoup plus de dépendance, beaucoup plus de soins. Une nécessité de faire évoluer les diplômes, de faire évoluer les compétences et le travail partenarial à l'intérieur d'un établissement. Ce sont les enjeux.
pour moi, impact des besoins de la population sur le fonctionnement de cet établissement particulier qu'est l'EHPAD. Mais les seniors, ils ne sont pas qu'en EHPAD. On parle des résidences autonomie. Selon les scénarios, on arrive à plus 80% en 2050 de personnes accueillies en résidence autonomie demain. Et pour les gens qui restent chez eux, alors la résidence autonomie étant chez eux, l'EHPAD étant chez eux, mais dans un autre environnement, un appartement, une maison, que ce soit en location ou en achat, on est aux alentours de 40% supplémentaires de seniors chez eux. 40%. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure pour les EHPAD de 100 000 à 200 postes. Je n'ai pas le chiffrage sur les personnes à domicile, mais pour que vous compreniez ce que ça veut dire et quel est l'impact, excusez-moi, j'ai un souci complémentaire sur mon écran, voilà, c'est plus de 6 millions de seniors en plus en France en 2050 par rapport à 2019. 6 millions de seniors chez eux, en bonne santé ou en début de perte d'autonomie, qui vont nécessiter, pour une partie d'entre eux, de l'accompagnement de service à la personne, de l'accompagnement de SIAD, de l'accompagnement de médicalisation, que ce soit des médecins généralistes ou de l'hospice à domicile, ou d'hôpitaux. Vous voyez déjà la révolution, l'évolution majeure des besoins en volume pour accompagner. Quand je suis intervenu à Poitiers l'année dernière sur le premier, je ne sais plus, la première réunion de tous les campus des métiers et des qualifications par le ministre de l'Éducation nationale, mis en place par ce ministre, j'ai commencé mon intervention en disant « Vous nous confiez vos enfants, vous nous confiez vos parents, ce qui vous est le plus cher au monde, et il est majeur et important d'avoir de la qualité et de la présence de professionnels en phase 2. Je viens de vous dire qu'on augmentait de 40 à 80% le nombre de personnes qui seront accompagnées, ne serait-ce que pour les seniors, dans la durée. Vous imaginez, c'est ce qui vous est le plus précieux. Si on demande de la qualité, mais il y a aussi le besoin en volume de professionnels en face de l'accompagnement de ces personnes. Vous voyez bien la différence et l'impact et l'enjeu que vous avez d'accompagner ces élèves dans vos formations en nombre et en qualité. Ça, c'est le premier, et c'est peut-être un élément, comment je vais dire ça, qui nous oblige à modifier complètement. On ne peut pas refaire ce qu'on faisait hier. Si en plus, je vous dis que sur les professionnels de santé, il y a encore d'autres choses qui se passent. Alors, je vais casser tout de suite de perceptions parfois fausses qu'on a. Il y a moins de médecins aujourd'hui qu'hier, il y a moins d'infirmières aujourd'hui qu'hier. Faux. Les médecins, si je fais juste 2023 par rapport à 2012, il y a aujourd'hui 230 000 médecins en France. Libéraux, salariés, dans un établissement, dans un cabinet comptable, dans un cabinet en ville, une CPTS, un cabinet de consulte, dans un EHPAD, où vous voulez, 230 000. C'est 12 000 de plus qu'en 2012. Je viens bien de vous dire qu'il y a plus de médecins en 2023 qu'en 2012. Ce n'est pas du tout ce que vous lisez dans les journaux, ce n'est pas du tout ce que vous voyez. Parce que les journaux ont raison, les articles ont raison, les analyses ont raison. C'est que le temps disponible de médecins par Français est largement moindre qu'avant. Par deux biais, les Français ont évolué en volume. Il y a plus de Français aujourd'hui qu'hier, mais en plus en état de santé, si je peux le dire comme ça. Un senior, un enfant, une personne handicapée aura toujours besoin de plus d'accompagnement et de soins que les tranches d'âge entre, on va dire, 25 et 60 ans. Et en plus, ces professionnels-là ne font pas le même nombre d'heures de travail que nos parents, grands-parents, quand ils étaient médecins en cabinet de famille ou médecins de famille. Donc, vous voyez bien qu'on augmente le nombre de professionnels de santé. Les infirmières, même chose. Plus de 180 000 infirmières inscrites en plus entre 2021 et 2012. J'ai bien dit inscrites dans ce qu'on appelle le fichier ADELI, le fichier des professionnels de santé, donc ceux qui sont reconnus par les ordres des infirmiers. Et on atteint le nombre de 764 000 infirmiers, infirmières installés en France ou en établissement. Sauf que ce n'est pas parce qu'elles sont inscrites qu'elles sont au travail et qu'elles sont encore en activité.
et pas toujours en activité pleine pour ceux qui sont en activité. C'est ça la vraie différence par rapport à eux. Sur le contenu je viens de vous, alors sur les handicapés, les personnes handicapées, c'est très compliqué aujourd'hui de faire des projections sur le nombre de personnes handicapées par rapport à leurs besoins. Ce que je sais, c'est que on travaille, nous professionnels de santé, sur l'inclusion des personnes handicapées dans la vie, on va dire, dans notre jargon dit ordinaire, pas en établissement, mais accompagné par des services. Pour la partie scolaire, vous voyez très bien qu'est-ce que ça veut dire. C'est l'inclusion des personnes handicapées dans les classes avec peut-être des accompagnements liés à leur perte d'autonomie. Ça y est, on est sur les AECH, sur des AVS dans nos métiers ou sur du service à domicile pour le reste du temps. Et là, on explose aussi le nombre de besoins de personnes pour les accompagner. Je récapitule, plus de professionnels de santé aujourd'hui, mais par contre moins de temps disponible par rapport aux besoins de la population. Et des besoins de la population qui bougent, soit en nombre sur les personnes âgées et en quantité de travail, de besoins de professionnels différents, d'experts différents. Et en plus, ce qui est un fait de société, on préfère être chez soi qu'en établissement, quand c'est possible de ne pas être en établissement. Ce qui est génial pour la vie de tous les jours. Et ça veut dire qu'il faut que nous, professionnels, on soit adaptés au fait d'aller vers les personnes et pas eux vers nous. Et ça veut dire aussi qu'il faut s'adapter à l'évolution de leur santé, à l'évolution de leurs besoins. Et cette idée de travaillant, alors nous on parle de pluridisciplinarité, c'est de plus en plus nécessaire, de s'adapter à l'évolution de la personne. C'est nécessaire aussi, d'où cette idée de complémentarité, d'où cette idée de souplesse, cette idée d'adaptation. Un des échanges, quand on a préparé cet entretien avec Mme Bellard et M. Vergne, était de se dire aussi, est-ce que les évolutions des pratiques, est-ce que les évolutions des missions est déjà impactante dans nos établissements et continue à évoluer. Vous avez tous entendu parler que l'ophtalmo, il n'y en a pas assez. Les délais d'attente pour avoir accès à un ophtalmo sont tels qu'il faut faciliter l'accès à l'ophtalmo, mais du coup, lui enlever peut-être d'autres missions qu'il faisait par d'autres professionnels. L'opticien, aujourd'hui, peut très bien faire un check-up de votre vue avant le passage et voir si c'est nécessaire avant le passage par l'ophtalmo. On a la même chose sur les infirmières. Avec les infirmières, ce qu'on appelle en pratique avancée. Les infirmières en pratique avancée ont, par de biais normatifs, la possibilité d'appuyer le médecin ou de faire à la place du médecin sous son couvert. Et on va constater cette évolution-là. Mais ça nécessite, pour garantir à vous, à vos parents, à vos enfants, la qualité de service, que le respect de ces normes soit très cadré, que les diplômes permettent et ça veut bien dire qu'il faut adapter ces diplômes et l'apprentissage à l'intérieur de la formation initiale ou continue à ces nouvelles normes, à ces obligations-là qui vont vers le haut. Avec un point très positif, selon moi, de directeur général, c'est que ça amène encore plus de sens, encore plus de compétences et d'expertise, avec une obligation de travailler en équipe. Et c'est cette obligation de travailler en équipe qui va aussi garantir la sécurisation, la qualité autour du patient, du résident, de la personne accompagnée. Je reviens sur ce que je disais tout au début. Il faut qu'on soit expert dans son métier, que les normes soient respectées pour garantir la prestation auprès des personnes, mais aussi avoir cette souplesse, cette adaptation et ce dialogue, on pourrait dire ce savoir-être entre nous par rapport à ces professionnels dans leur futur métier. Le dernier point de l'évolution par rapport à ces personnes-là, c'est que je pense qu'en faisant ça, on amène du sens. Et que ce sens est, je croyais, acquis dans notre secteur d'activité, comme on pourrait le dire pour votre métier à vous, qui est, on sait ce qu'on fait, on sait à quoi c'est utile, et la valeur de notre métier, sauver la vie des gens, accompagner une personne à bien vivre, qu'elle soit handicapée ou âgée dans mon métier, c'est pour moi, de fait, un métier valorisant, un métier qui a du sens. Et pourtant, on a du mal à remplir le nombre de places en IFSI, en BEP, sanitaire et social, et en plus, quand ils sont rentrés dans la formation, il y a aussi des gens qui s'arrêtent en cours de route. Sur des métiers très normés, je peux donner un exemple très simple, on était avec la formation d'aide-soignante ici sur Nancy, au bout d'un an, 12% des gens s'étaient arrêtés.
12% des gens inscrits en début d'année, à la fin de l'année, n'étaient plus là. Là, on est pendant le temps de formation. Et puis ensuite, pendant le temps professionnel, il y a aussi des évolutions du métier. Vous avez peut-être vu, qui est-ce qui a fait ça? C'est la Dresse, je crois, qui vient de sortir une analyse du métier d'infirmière et qui dit au bout de 10 ans, 52% des infirmières sont encore en poste. Traduction, 48 ne le sont plus dans leur poste où ils étaient à l'hôpital ou à la clinique. Je vais corriger un tout petit peu ce chiffre. Il est de fait 73% parce que vous rajoutez 8% de personnes qui sont dans un autre service, mais qui peut être dans un autre service médico-social, dans un autre service libéral ou à domicile salarié, mais aussi dans un autre poste non infirmier, mais qui peut être par exemple cadrant, un cadre de santé ou etc., dans une évolution de son métier. Et on arrive à 72-73% du coup des professionnels qui sont encore soit exclusivement dans leur métier dans l'établissement, soit dans un autre établissement, type d'établissement, soit dans des métiers analogues d'évolution de carrière. Et du coup, j'aborde là, pendant le temps professionnel, soit l'arrêt, par fatigue, par non-sens. Et donc, en donnant le sens, je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir continuer à motiver et attirer des professionnels de santé, mais aussi l'évolution de leur poste. C'est pour ça que je rajoute, moi, les 20%, 22% en plus dans les statistiques de l'adresse, parce que l'évolution de carrière doit être quelque chose qui doit être accompagné en continu pendant le temps de travail, pendant le temps de vie professionnelle, à travers les 40 années à peu près de vie professionnelle du professionnel. Ouais, c'est pas très facile à dire comme ça. En tout cas, vous avez compris. D'où l'idée aussi d'adaptation, de capacité d'évolution de ce professionnel avec un bagage dès le départ ou accompagné ensuite en formation continue et employeur par rapport à cette adaptation. Puis le dernier que m'a appris le campus, c'est aussi l'accueil. L'accueil déjà dès la formation, qu'elle soit initiale ou continue. Déjà pendant la formation, d'ouvrir l'accès aux établissements, aux plateaux techniques, aux technologies, aux dernières formations, aux dernières techniques, normes. Et c'est à nous, employeurs, et c'est à vous, formateurs, de favoriser ce dialogue-là et cet échange continu, régulier, et pas sur simplement une norme ou sur un process, mais un travail régulier, continu d'accueil. Les salles de formation pourraient très bien être dans les mêmes bâtiments que le plateau technique. On peut très bien utiliser le plateau technique pour des étudiants quand ce n'est pas utilisé dans le cadre de l'accompagnement de la personne. Alors, évidemment, c'est compliqué d'aller dans une salle de, qu'est-ce que je pourrais dire ça, de bloc opératoire, évidemment, quoique. Je peux très bien vous dire qu'aujourd'hui, dans le cadre du campus des métiers des qualifications, 3 établissements sont à disposition du campus, un dans le champ du handicap, pour comprendre aussi l'accueil du handicap et comment ça se passe en établissement, mais aussi sur les outils de rééducation, un plateau technique de rééducation, et un troisième dans le champ des personnes âgées, pour aussi voir le fonctionnement d'un établissement avec des vraies personnes âgées, si je peux le dire comme ça, concrètement avec les besoins d'accompagnement des professionnels en face. Et ensuite, ces échanges qu'on fait déjà, que vous faites déjà, que je pense les acteurs homologues à l'OHS font déjà, à prêter des professionnels, à mettre à disposition, à dégager du temps de professionnels de santé pour parler de leur métier, de leur expérience entre pairs. Je récapitule ce que je viens de dire. Je vous propose de passer soit à vos questions, soit en complément. L'expertise est nécessaire, le dialogue avec les professionnels, je pense, sont importants parce que l'évolution de la population accompagnée explose en volume. 40% en 25 ans, je n'ai jamais vu ça dans le monde de la santé. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la santé. Ensuite, leurs besoins d'accompagnement évoluent. Et je pense que l'évolution de nos métiers est beaucoup plus importante sur le champ de l'accompagnement à domicile depuis l'assistante sociale, l'AVS, les services à la personne, auprès des personnes, les infirmiers et les médecins étant en appui, en expertise que quand c'est nécessaire. Ça, c'est un autre travail qu'on doit faire et de travail en commun dans nos établissements. Et on parle parfois de salaire, je vais être un peu iconoclaste. Ça va permettre peut-être le métier qu'il faut valoriser aujourd'hui de manière très importante, c'est ce métier de contact avec la personne senior, la personne handicapée à domicile.
c'est une vraie reconnaissance du métier, alors qu'aujourd'hui, elle est dévalorisée. La seule bonne nouvelle, et je vais être très cynique aujourd'hui, c'est que ce sont les gens qui ont été le plus revalorisés sur les 2 dernières années parce que le SMIC a augmenté de manière importante. Je suis très cynique parce que c'est parce que le SMIC a augmenté qu'elles ont été revalorisées. Les aides-soignantes aujourd'hui sont rattrapées par le SMIC. C'est inadmissible. Alors que sur les médecins, sur les infirmières, je pense que l'accompagnement, il est plus sur l'évolution de leur métier, les compétences à l'intérieur de leur métier, alors que la valorisation financière, elle doit être majeure et importante sur ces professionnels-là à domicile par rapport à aujourd'hui, encore une fois, par rapport à aujourd'hui. Et puis peut-être que le dernier point que je dirais, c'est la partie éthique. Parce qu'on est dans un secteur qui, hélas, a laissé ouvert entrer. Alors, je suis associatif et militant, donc je suis subjectif peut-être vu de ma fenêtre, mais je pense que le sens, il se retrouve que quand on permet à des gens de se sauver, de continuer à vivre, d'être opérés au bon moment, d'être au bon endroit, de ne pas être poussé à l'extérieur de l'hôpital, de permettre de rester chez eux parce qu'on a pu intervenir chez eux, parce qu'il n'y a pas besoin de le mettre à l'hôpital. Et je pense que ça a du sens. Et on a laissé ouvert parfois notre secteur d'activité à des fonds d'investissement, à des gens qui rentabilisent ou gèrent un établissement. Et je pense qu'une perte de sens des salariés vient aussi de ça. Je suis convaincu qu'il faut qu'on se bouscule, nous publics, nous associatifs, pour être dans cette logique-là. Je pense qu'il faut emmener le privé lucratif à être dans cette logique-là pour qu'on puisse attirer, donner envie et valoriser les professionnels de santé qui sont en face de nous. Je suis en train juste de vous dire qu'il y a une évolution majeure de notre secteur d'activité, un besoin majeur d'évolution de la formation, tant en savoir-être qu'en savoir-faire, et qu'on doit ensemble accompagner cette évolution. Je suis à votre disposition pour les échanges, peut-être d'autres questionnements ou d'autres logiques, ou peut-être la critique. Un grand merci, monsieur, pour cette intervention. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Des remarques? Non, pas pour l'instant. Alors, je pense qu'on peut reprendre des éléments que vous avez présentés. Vous avez à juste titre mis en parallèle la démographie médicale des professionnels et la démographie, évidemment, de notre population. Nous allons en effet avoir besoin de professionnels dans les années à venir. Mais à côté de ça, on voit bien quand même qu'il y a une crise de l'attractivité des métiers du soin, du care, de tout le pôle médico-social, en fait, de manière plus large. Alors, vous y avez répondu dans votre fil conducteur un petit peu, mais voilà, comment comment rendre attractifs ces métiers du care? Bon, vous avez évoqué évidemment l'aspect financier qui joue un rôle clé, mais selon vous, voilà, quels sont les points forts pour permettre à des jeunes, à des étudiants, à des élèves, à des personnes de se projeter dans ces métiers-là, d'accompagner des personnes qui sont en situation difficile, aussi bien sur le plan de la santé que sur le plan généralement aussi social et mental. Voilà. Quels sont vos éléments de réponse? Je pense qu'il faut les armer par rapport à l'expertise, à leur savoir-faire, parce que l'accompagnement de la perte d'autonomie, l'accompagnement des troubles cognitifs ou d'un handicap lourd, si on n'est pas armé pour, peut aussi empêcher ou provoquer l'arrêt de métier des personnes. Après, il y a les conditions de travail, évidemment. Néanmoins, plus on va aller vers les personnes, plus on va se dire que c'est le soir, c'est le week-end, c'est pendant les vacances, c'est la semaine que ces personnes vivent 365 jours par an. Et effectivement, nous sommes dans un secteur qui fonctionne 24-24, 365 jours par an. Alors, pas toujours vrai, hein. Un centre social va, par exemple, travailler la journée. Un EHPAD, par contre, lui, 24-24, 365 jours par an. Bien sûr, il y a des établissements personnes handicapées qui ferment pendant les vacances scolaires, la plupart, pour leur permettre de retourner chez eux. On se dit aussi qu'à l'hôpital, ce ne peut pas être porte fermée, évidemment. Ça, c'est un vrai enjeu de société, d'accepter que certains métiers, ça fait partie de l'obligation du métier d'être présent toute l'année et que ça fait partie des contraintes. Comment on accompagne ces contraintes? Quand quelqu'un me dit, moi j'arrête de travailler, bah tiens, je vais parler de l'infirmière qui peut être aussi à l'éducation nationale. J'ai une infirmière qui est partie de chez moi en me disant, Monsieur Michel, il faut comprendre, j'ai une vie de famille,
moi, de faire le soir ou la journée avec mes collègues et on fait en roulement, etc. Je préfère travailler la journée sur les horaires. Moi, je dis de bureau pour simplifier. C'est pas du tout les mêmes conditions de travail. Et pourtant, j'ai bien dit que dans la santé, à 90%, ce sont dans des établissements de santé ou à domicile, où l'intervention peut être tous les jours de l'année. Quelqu'un qui est dialysé, ça ne s'arrête pas le week-end, ça ne s'arrête pas pendant les vacances scolaires. Donc le service de dialyse doit être ouvert. L'infirmière à domicile, le service à domicile, quand vous avez l'aide à la toilette nécessaire, c'est tous les jours, y compris le jour de Noël et le jour de l'an. Et ça, c'est un vrai souci. Comment? Alors, si je repose la question, c'est que je vous dis, c'est un point où je n'ai pas obligatoirement la réponse. Ça fait partie des contraintes, des conditions de travail, que quand le salarié vient ou se dit je vais être formé pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et travailler 40 ans dans ce métier-là, est-ce que je vais accepter que ma vie de famille, que ma vie personnelle soit impactée de cette manière-là? Il faut le rendre attractif d'une autre manière. Alors ça peut être la valorisation par le sens, qui pour moi est le premier, avant même le salaire, c'est par le sens, par la valorisation aussi qu'on lui donne dans la société. C'est-à-dire qu'on le valorise, qu'on le reconnaisse pour ce qu'il est. Et c'est pour ça que quand on paye, quand on est valorisé que parce que le SMIC monte, quand vous êtes une aide à domicile, je trouve que là, le message qu'on lui envoie est inverse. Quand nous, professionnels, acteurs, employeurs, on ne met pas dans des conditions de travail qui permettent peut-être du choix, peut-être de la modularité, peut-être de l'adaptation ou simplement les outils de travail qu'on leur donne, c'est là le deuxième angle d'accompagnement de notre part. Après, hein, il y a 9,3 millions d'aidants. 9,3 millions de Français sont aidants. Ça veut dire que le métier, le sens, il est là, il est reconnu. Travaillons là-dessus, appuyons-nous là-dessus, accompagnons les personnes, reconnaissons aussi peut-être les compétences de ces aidants, en les renforçant de la formation continue, par l'ouverture de formations initiales tout au long de la vie. Ça peut aussi être fait en changement de métier, en changement d'évolution de carrière. Et je me dis, on a une superbe possibilité de professionnels, de personnes qui sont prêts à nous rejoindre. Je n'ai pas répondu complètement à votre question parce que si j'avais la réponse, on n'aurait pas de crise aujourd'hui dans la santé. Merci, oui. Oui, vous avez évoqué la santé comme un marché, donc avec des éléments de concurrence, de complémentarité entre les différents acteurs. Est-ce que vous pourriez développer cet aspect-là? Et deuxième élément, vous avez aussi amorcé une réflexion sur la santé et le lien santé-démographie en termes de politique publique. Voilà, ce sont peut-être deux angles que vous pourriez développer. Ok. Alors, concurrence. Pour moi, il y a zéro concurrence dans la santé. Vu les besoins de la population, mais je rêve, hein, encore une fois, hein, je suis subjectif et c'est vu de ma fenêtre. Pour moi, il y a zéro concurrence. Vu les besoins de la population, vu les compétences nécessaires et en plus nécessaires au moment où la personne en a besoin, on ne peut pas se permettre. Il n'est pas possible qu'on se dise c'est moi qui fais, c'est pas toi ou c'est toi qui fais, pas moi. Ce n'est pas possible. On se doit d'être en partenariat, d'être en complémentarité. Quand on a monté le campus, c'était avec une ADAPI, donc une autre association, on pourrait dire c'est la même famille. Non, non, c'est pas la même chose, c'est pas la même association, on est sur le même territoire. Et au contraire, ça nous a renforcé dans notre complémentarité, dans notre réflexion ensemble, ce qu'on oubliait parfois de faire parce qu'on est pris par le quotidien, parce qu'on travaille dans son établissement, parce qu'on travaille dans son service, et parfois on oublie. Et donc je pense que moi, c'est cette complémentarité qui est nécessaire et obligatoire. Elle est déjà entre les acteurs. Donc après, qu'on soit public, associatif ou non lucratif, je crois qu'on devrait s'inscrire là-dedans. Même si tout à l'heure, je n'ai pas pu m'empêcher de dire que quand quelqu'un gère son établissement, son souci, ce n'est pas la complémentarité, c'est le remplissage de son établissement. Et quand un EHPAD va jusqu'à réfléchir à ne pas mettre des protections, je fais référence à un livre qui est sorti il y a 2 ans, je crois, hein, des protections, des couches, hein, pour protection hygiénique, pour gagner de l'argent, on n'accompagne pas la personne et le professionnel de santé, je peux vous dire qu'il n'a pas envie de travailler dans ces conditions-là. Il ne peut pas travailler dans ces conditions-là, il se sauve. Et certains se sont sauvés du métier, carrément. Et c'est dommage. Et là, il faut qu'on fasse la différence. Ensuite, à l'intérieur des métiers, cette complémentarité, elle est, comment je vais dire ça, parfois à construire. Allez, on peut se le dire, hein, le mandarin médecin dans les 50 ans qui disait même pas bonjour à l'aide-soignante,
parce que lui était mandarin et l'aide-soignante était aide-soignante, ça ne peut plus exister dans nos établissements. Et je peux même vous le dire, à 90, allez, je vais dire 90, j'allais dire 98, mais à 90%, ça n'existe plus. Parce que j'ai même vu, tiens, je vais donner une anecdote, bon, c'est à l'OHS, un médecin qui part en retraite qui dit sans vous l'aide-soignante, sans vous la secrétaire, je ne peux pas faire mon métier de médecin. Je ne le ferai pas de manière qualitative. Je ne peux même pas le faire. Parce que quand le patient parle euh, à la secrétaire d'un autre point qui lui pose des difficultés, c'est son conjoint qui est en difficulté et du coup il s'en rend malade, et ben du coup on ne peut pas accompagner la personne de la bonne manière si on n'a pas compris ça. Ou si l'aide-soignante ou la personne de nuit ne donne pas l'info de ce qui s'est passé pendant la nuit sur la personne qui a déambulé ou qui a eu d'autres soucis ou qui a chuté la nuit et qui ne le pose pas. Cette complémentarité, ce dialogue, ce passage d'informations est nécessaire. Mais ça, c'est plus du positif, puisque quand on arrive à faire ce dialogue-là, c'est intéressant pour tous les corps de métier d'apporter sa pierre à l'édifice. Et du coup, ça apporte du sens, mais ça nous oblige à faire des réunions pluridisciplinaires. Ça nous oblige à institutionnaliser cet échange à travers les professionnels, pour ne pas qu'ils prennent sur leurs épaules ce qui n'est pas le lieu d'être, mais par contre qu'ils puissent échanger et être valorisés dans l'apport qu'ils font avec l'autre professionnel. Et je pense que ça, ce sont des angles, à la fois aussi, on parlait d'attractivité hier quand on a préparé, c'est aussi un rapport d'attractivité. Comment on le met en place? Deux actions, des normes, des procédures, des process, des conditions d'échange mises en place par l'employeur, par le service, par l'établissement, et une capacité d'adaptation du salarié par sa formation initiale, mais aussi sa formation continue. Je crois que j'ai oublié une partie de votre question. Redites la partie de question que je n'ai pas abordée. Sur la partie politique publique, avec les délais qui sont encore apparus cet été là sur l'examen de la loi Bien Vieillir, qui tranche peut-être, qui s'oppose peut-être à la façon dont la question de la fin de vie avait été prise en charge et médiatisée, une sorte d'asymétrie de traitement qui pourtant concerne le même problème, grosso modo, du vieillissement. Je vais élargir un peu ça et là, je vais être un tout petit peu, on va dire, soit négatif, soit force de proposition à qu'est-ce qu'il faut faire évoluer. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que l'argent public nous finance. Alors, par l'assurance maladie, par les cotisations, par les départements, etc. Et cet argent public est énorme. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est 11% du PIB, le secteur de la santé. Et un acteur comme l'OHS, pour 2000 salariés, j'accompagne à peu près 2200 personnes par jour. Certains qui restent 365 jours par an, certains qui restent 1 heure de consultation. C'est à peu près de l'ordre de grandeur, pour vous donner un chiffre, 130 millions à peu près de budget annuel. Ça, c'est juste l'association que je dirige. Le premier employeur généralement du secteur, c'est le CHU, hein, partout en France. Donc vous comprenez bien qu'en volume, en importance, en argent, c'est très important. Et cet argent public, à un moment donné, il a une fin. Il a une fin. Et aujourd'hui, une des difficultés, c'est qu'on coupe en petits bouts ces budgets. Et que, quand je dis qu'on coupe en petits bouts, c'est qu'il y a le budget qui doit payer ça, il ne doit surtout pas payer ça. Et ça manque de souplesse pour répondre aux besoins des personnes. Et ça empêche les acteurs de santé à pouvoir voir plus qu'au moment où j'entre dans l'établissement, le moment où j'en sors, dans un service ou pas. Je vais donner un exemple très précis. L'infirmière va peut-être, ou le médecin, intervenir à domicile et constater que vous avez tel souci de santé, mais qu'en plus, votre alimentation, vous ne vous alimentez pas régulièrement et que ça se passe mal. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le médecin prescrit et la structure de service à la personne, si la personne ne peut pas bouger, va livrer les repas. Et ben, il va avérer que cette personne qui livre les repas, livre le repas et s'en va. Si ça se trouve, la personne ne mange que la moitié du plateau repas, voire ne le mange pas du tout, ou très peu. Et c'est arrivé que l'infirmière ou le médecin qui va revenir 15 jours après, 3 semaines après, parce qu'il y a eu une chute, parce qu'il y a eu une autre intervention, un autre souci de santé, va constater qu'il y a 5 plateaux repas dans le frigo. C'est du vécu, hein. C'est du vécu. Mon équipe d'hospitalisation à domicile intervient pour autre chose à domicile parce que la personne avait des besoins de soins palliatifs et d'accompagnement.
Puis il s'avère qu'elle était bien suivie par la structure de service à la personne, on lui livrait les repas, etc. Et on constatait quand même une perte de poids et une tension qui baissait, etc., etc. Et ben, on avait constaté qu'il y avait 5 plateaux repas qui étaient dans le frigo. Et ben ça, cette coupure de légitimité, de mission, de budget empêche la complémentarité des uns des autres. Alors il y a des choses qui avancent. On a parlé hier des CPTS, les médecins qui travaillent ensemble, parfois avec des infirmières, parfois avec d'autres professionnels de soins de ville, qui soient salariés d'ailleurs ou libéraux, hein, ça c'est pas la discussion. Et au moins ils sont ensemble dans un même lieu. Ah, ça aide l'accès aux soins. Mais il y a aussi parfois, et c'est ce qui va se passer l'année prochaine, les SIAD sont infirmiers vont être obligés, contraints, de collaborer avec les services à domicile. Parfait. Il y aura une coordination au service des besoins de la personne. Mais on a encore plein de choses à faire. Vous voyez, c'est qu'en 2024 qu'on fait cette coordination entre les deux. Hier, c'était 2 acteurs différents qui allaient chacun, quand ils le pouvaient, quand ils l'avaient décidé dans son planning, pointer à domicile. Cette complémentarité est nécessaire à mettre en place. Par rapport à l'évolution des métiers, on parlait de l'infirmière en pratique avancée. Monsieur Braun, l'ancien ministre de la Santé, le docteur Braun, a encore au mois de mai fait une grande intervention en s'engageant, en poussant pour qu'il y ait 50 000 IPA, infirmières en pratique avancée, mises en place en France. Parce que les freins sont partout. Le premier, formation, 2 ans de formation pour une IPA. Ensuite, les médecins. Certains médecins ne veulent pas. Par sécurisation pour le patient, par corporatisme, choisissez la case qui vous paraît la plus pertinente. Par souci de bien faire dans la complémentarité de leurs patients. La plupart du temps, c'est que des effets positifs de leur volonté. Parfois négatifs, mais la plupart du temps positifs. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Aucune revalorisation de l'acte quand c'est l'infirmière qui le fait en IPA ou pas en IPA. Je fais 2 ans de plus de formation, j'accepte des missions supplémentaires, il y a 0 rémunération, soit sur l'acte, soit sur le salaire, pour la salariée. Donc on voit qu'il y a encore des freins culturels, des freins normatifs, des freins salariés, d'impact salarié sur ces professionnels-là. Comment voulez-vous qu'on avance et qu'on puisse faire? Donc ça veut bien dire qu'il y a encore beaucoup et de belles pistes de travail pour accompagner. Et je reviens, je fais le lien avec la formation. Ça veut bien dire que la formation, là, elle est bonne sur les IPA, les infirmières en pratique avancée. Par contre, c'est l'application, le fonctionnement des systèmes qui l'empêche. Mais sur les autres métiers, je pense bien à ces métiers sanitaires et sociaux, du BEP au bac+2, etc., sans aucune difficulté, qui sont en train d'évoluer de manière de plus en plus importante. Je rêve que ces professionnels qui sont le plus en contact avec les patients, les résidents, sont valorisés de manière supplémentaire avec des missions aussi je ne vais pas dire de diagnostic, parce que là, ce ne serait pas le bon terme, mais au moins d'échange et de captation de l'activité, de l'information auprès du patient. Et je vais vous donner un exemple qui date de 1948. Un des créateurs de l'OHS s'appelle le docteur Parizeau, qui a été doyen après de la fac de médecine. Il a été président du comité d'hygiène de la Société des Nations. Alors, il y a peut-être que les plus anciens, ou peut-être les plus jeunes, ou certains peuvent avoir oublié, tellement c'est ancien. C'était feu l'OMS avant la Deuxième Guerre mondiale. Ce monsieur, président du comité d'hygiène, en 1948, se trouve à la Sorbonne devant 1000 travailleurs sociaux, qui est un métier pas encore reconnu à juste titre, à sa juste place, pardon, et encore moins par les professeurs de médecine, qui étaient largement au-dessus de ce travail-là. Et lui, il leur a dit devant 1000 travailleurs sociaux à la Sorbonne, moi, médecin, pour faire mon métier de médecin, j'ai besoin de vos compétences de travailleurs sociaux. Et j'ai besoin de vous. Et vous voyez, je crois que quand on arrive à ça, ben, on donne du sens, on donne l'envie de faire et de la possibilité de faire. Ben, c'est encore des choses qu'on doit faire évoluer dans les formations initiales des uns et des autres, dans la mentalité des uns et des autres, mais y compris dans la mentalité du patient. Le patient, quand c'est le docteur, ce n'est pas le travailleur social. Et pourtant, les deux sont complémentaires. Donc, ça veut bien dire aussi qu'on est encore dans les pouvoirs publics. Et puis le dernier point que j'aime bien aussi dire et qu'on n'a pas pensé hier et que je n'ai pas pensé à vous dire hier, c'est que la prévention sera toujours le meilleur investissement qu'on puisse faire en France, pour la santé des gens, en France ou ailleurs dans le monde. Ça sera toujours ça. Et pourtant, les frais aujourd'hui, les budgets alloués à la prévention, c'est rien du tout par rapport au reste. Et bien vous voyez, si on mettait un peu plus d'argent sur la prévention, je pense que les professionnels de santé, pas les professionnels de la prévention, les professionnels de santé seront encore plus valorisés parce qu'ils verront l'impact direct de pouvoir faire bien et pas simplement de corriger ce qui va mal.
Et je pense que là, nos politiques publiques doivent aller complètement dans ce sens-là. Et puis ensuite, permettre sur les formations, sur les diplômes, ces passerelles, c'est lancé, hein, c'est lancé de plus en plus. Et pour travailler avec la fac de médecine, pour travailler avec des IFSI, avec des IFAS, et avec dans le cadre du campus, avec d'autres formateurs, les esprits sont quasi prêts, quasiment partout. Mais il faut pousser ça, il faut leur permettre de faire par la législation, par la validation des diplômes et des évolutions de diplômes. Voilà mon point de vue. Encore une fois, peut-être partial, peut-être partiel. Donc une question de Christophe Lavial. Oui, bonjour. Je voulais essayer de faire, puisque le thème c'est démographie et santé, quelque chose que vous n'avez, semble-t-il, pas abordé et qui fait lien peut-être avec le regard croisé précédent qui s'intéressait aux questions de territoire, de mobilité. Vous avez parlé du volume de personnel de santé en montrant qu'il augmentait, que effectivement la nature des métiers se transformait, que les exigences se transformaient, que les heures passées se réduisaient, que donc il y avait là un problème. Mais un point que vous n'avez pas évoqué, c'est la question de la répartition de ces personnels de santé et l'existence de territoires qui sont des déserts médicaux, notamment, enfin sur tous les plans, à la fois de la présence des médecins généralistes, des personnels de santé au sens large, des spécialistes. Alors ma question est double. Est-ce qu'on observe la même chose sur les établissements, notamment centrés dans l'accompagnement des personnes âgées, notamment des plus dépendantes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des inégalités territoriales de ce point de vue-là? Et est-ce que vous le rencontrez dans votre activité et dans le cadre de l'association que vous dirigez? Et puis là aussi, est-ce que vous avez des pistes, alors sans forcément aborder le problème général des déserts médicaux, mais voilà, est-ce que vous avez des pistes sur la manière de faire en sorte que ces inégalités puissent être combattues? Très bonne question. Il n'y a plus de lieu en France où le nombre de professionnels de santé disponibles par rapport aux besoins des personnes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, au moment où ils en ont besoin, il n'y a aucun endroit en France où tout va bien. Parce que parfois on me dit, c'est plus compliqué dans le Tarn, n'est-ce pas? Ou parfois, les villes, vous avez de la chance que vous avez tous les établissements de santé et ça va bien. Moi, je peux vous dire, Nancy, il y a plusieurs quartiers de Nancy où il n'y a plus assez de médecine de ville pour les habitants. Donc le constat, il est grave. Hein. Je viens de vous dire qu'il y a l'évolution de la démographie qui nécessitera plus de métiers, plus de personnes et l'évolution des métiers. Mais déjà aujourd'hui, on parle d'un moment où, par rapport à la disponibilité territoriale ou dans le temps, où à un moment donné, on n'a pas le professionnel qui va bien en face. Alors, et pourtant, je vous ai dit, il y a plus de professionnels. Hein. N'oubliez pas que je vous ai dit ça aussi. Ça, c'est un fait, je crois, partout. Après, moi, alors, encore une fois, je suis un peu peut-être iconoclaste ou je ne suis pas dans le discours, on va dire, régulier qu'on entend un peu partout. Je crois que c'est fini. On n'aura jamais assez de professionnels partout à notre porte à titre individuel. Je pense qu'il faut faire ce constat-là. Ça n'existe plus le médecin généraliste de famille qui accepte du lundi 2 heures du matin au dimanche 24 heures à pouvoir être dérangé et être disponible pour les patients, pour ces patients, pour la population. Faisons acte de ça. Faisons acte qu'aujourd'hui, on n'a pas en volume suffisamment de personnes. J'ai oublié de dire tout à l'heure aussi, c'était à un moment donné, il y a une partie qui a été volontariste, qui est moins de professionnels. Parce qu'à un moment donné, on a cru que moins il y avait de professionnels de santé, moins il y aurait d'actes de médecine et on baisserait le déficit de la Sécu. Quelle erreur. C'est un autre souci. Mais ça, on paye 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, 10 ans de passer par ce cadrage. Donc, aujourd'hui, moi, je pars du constat que, de toute façon, il n'y a pas toujours tous les professionnels disponibles à tout moment selon les besoins. Ça veut dire qu'il faut faire travailler ensemble ces professionnels. Il faut qu'ils se coordonnent. Il faut qu'ils soient disponibles que quand on a exclusivement besoin de leurs compétences à eux. Je vais le dire autrement. Le chirurgien, il n'y a pas besoin d'avoir un chirurgien dans toutes les villes de 2000 à 10 millions, de 2000 habitants à 10 millions d'habitants, de tous les services, de toutes les spécialités de chirurgie, dans tous les établissements. C'est pas vrai. Par contre, il faut des services d'urgence le plus proche possible de chez vous. Parce que celui-là, vous en avez besoin très régulièrement et très vite. Par contre, de planifier un établissement, alors c'est déjà largement lancé, hein, mais ça a suffisamment fait la une des journaux pour que, y compris dans le mauvais côté du terme,
Une maternité tous les 20 km, non. Voilà. Heureusement que je ne suis pas ministre de la Santé, hein, je ne pourrais pas tenir longtemps hein, politiquement ou en termes de com. Non. Par contre, pourquoi je dis ça? Parce que si on veut que le gynéco-obstétricien soit disponible quand on en a besoin, il ne peut pas être partout. Et surtout que l'équipe autour de lui ne sera pas de la même qualité si elle fait 2 accouchements par mois ou 1 par jour par rapport aux autres. Il faut savoir en France que l'HAS, la Haute Autorité de Santé, a dit 1000 accouchements par an pour garantir une sécurité de formation de la totalité de l'équipe. Vous regarderez près de chez vous combien ils font d'accouchements par an et combien, il y a 20 ans, faisait la clinique ou le service de gynéco-obstétrique qui a fermé, combien ils faisaient. Il y a encore en France des établissements, pour vous donner un ordre de grandeur, qui font 300 accouchements par an. Pareil pour le cancer. Mais ça y est, ça se réduit et heureusement. Et du coup, les acteurs peuvent aller en formation. Donc, je suis en train de vous dire quoi? Je veux dire que si je vous dis qu'il ne faut pas toujours en avoir partout, c'est qu'on doit acter qu'il n'y a pas assez de professionnels. Par contre, ça oblige à ce que cela soit disponible quand il y en a besoin et que l'information passe, que le patient puisse être accompagné dès qu'il en a besoin. Ça veut dire peut-être plus de détection, peut-être plus d'autres professionnels de santé qui iront sur ces missions en amont pour qu'on utilise, quelle que soit la qualif, hein, ce n'est pas le médecin d'un côté et les autres de l'autre, quelle que soit la qualif. Et ça nous oblige à avoir un maillage territorial par rapport, je vais le dire à ma manière, des espaces de vie des habitants. Je ne sais pas si vous connaissez la Lorraine, mais la Lorraine, on a souvent l'habitude de dire qu'il y a la Meurthe-et-Moselle et la Moselle à l'intérieur, pour faire simple. C'est pas que j'oublie les Vosges et la Meuse. Hein. Mais c'est Nancy. Alors, historiquement, ils ne sont pas toujours entendus. Je ne suis pas d'ici, donc je peux me permettre aussi de le dire. Par contre, il y a des gens du nord de la Meurthe-et-Moselle, ils vont se faire opérer à Metz. Eh bien, il faut acter ça. Il faut acter ça. Et il faut assurer la coordination des professionnels de santé et du social et du médico-social entre l'endroit où je vis et l'endroit où je peux être opéré, de faire les liens tout le temps de l'un à l'autre. Et comme ça permettra plus facilement d'accompagner les besoins de santé de la personne avec moins parfois de temps, de possibilité, de disponibilité de professionnels de santé. Santé, pour moi, ce n'est pas sanitaire, hein, ce n'est pas que médical, c'est tout. C'est tout ce qui concourt à votre santé. L'assistante sociale en faire partie, hein, honnêtement. Et par contre, obliger cette coordination. Et c'est comme ça qu'on pourra le faire. Et pour moi, c'est une des vraies pistes majeures, qualitatives, et puis, comment je vais dire ça, qui prend acte de la situation. Puis peut-être que du coup, les professionnels, ça sera plus facile pour eux aussi. Et c'est là où il faut bien regarder quel est l'espace et le territoire. Et quels sont les partenariats. Une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se battre pour mettre une CPTS ou une maison de santé dans toutes les communes. Il faut peut-être que 3-4 communes se regroupent pour permettre d'accueillir 5-6 professionnels de santé au lieu de se battre chacun pour en avoir un. Vous voyez, et c'est ça les pistes de travail vues du monde de la santé, hein, qu'on doit nous proposer au pouvoir politique, qui soit au niveau de la commune, au niveau de l'intercommunal, au niveau du département, au niveau de la région ou du national. Et je pense que c'est la seule possibilité qu'on ait pour pouvoir le faire, en plus des autres politiques. Et après, favoriser aussi le lien avec l'ambulance, avec les taxis, avec la disponibilité des gens. Parce que du coup, on aura des gens professionnels qui travailleront plus proche de chez eux. Et oui. Parce que du coup, le service à la personne, il ne faut pas se leurrer, il faut que ce soit quelqu'un qui soit proche. Le SIAD, il faut que ce soit quelqu'un qui soit proche. Et du coup, on donnera cette complémentarité auprès des professionnels de santé. Et puis sinon, il ne faut pas qu'ils bossent tout seuls dans leur coin. Ce n'est pas possible pour la formation, pour aller en formation de manière régulière, d'apprentissage avec les pairs et cette pluridisciplinarité. Voilà mes pistes de travail. Une intervention de Bertrand Pajot qui a supervisé la préparation de ce regard croisé. Oui, bonjour Monsieur Merle. Alors toujours pour interroger votre territorialité, vous avez cité ce qu'on pouvait améliorer du point de vue, on va dire, législatif, réglementaire, normatif. Il y a aussi les besoins qu'expriment les patients, et ceux-ci ont sans doute beaucoup évolué, notamment avec la présence du domicile. Donc comment vous, association, vous avez pu justement prendre en charge ces évolutions? Qu'est-ce que ça vous a obligé comme innovation, comme mode de réorganisation, comme effectivement gain en expertise de vos salariés? C'est un point. Ça, c'est une première question et j'en profite pour en poser une deuxième. Vous avez devant vous des formateurs. Quelle est la valeur ajoutée finalement d'une association par rapport à la formation des jeunes qui arrivent dans ces métiers-là?
Est-ce que vous avez des accompagnements spécifiques qui sont un peu différents de ce qu'offrirait par exemple le secteur lucratif, qui permet de les gagner, de gagner notamment ce que vous disiez en sens, en éthique du métier, qui permet de les maintenir aussi un peu plus dans ces emplois? Alors, voilà. Très très bonne question. Alors, effectivement, le contact, l'impact entre moi je dis personnes accompagnées parce que je fais le lien entre patients d'un côté, résidents de l'autre, etc. Et les professionnels, c'est majeur. Je viens pas du monde de la santé avant, mais ça fait quand même 25 ans que je travaille dans le monde de la santé. J'ai vu une évolution en 25 ans majeure. Avant, du médecin à moins peut-être l'assistant social, mais à beaucoup de professionnels médicaux, paramédicaux, le patient, c'est celui soit qui a mal, soit qui attend. J'ai du vocabulaire. Aujourd'hui, on parle de personnes. C'est majeur parce que ça veut dire que ce dialogue, l'impact sur la personne, la compréhension de la personne, l'expression des besoins ne devient pas juste l'empêcheur de tourner en rond ou celui qui ne connaît pas mon métier, parce que moi quand même je sais ce que je fais, je suis un professionnel et lui il ne sait pas et je fais pour lui. On est passé de parfois non-dialogue, parfois même condescendant, à réellement encore une fois, 90%, une écoute, une volonté d'écoute et une intégration de la personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil? Alors, certains disent qu'il faut mettre dans le conseil d'administration de nos assos, là je parle des assos, ou les relais politiques qui sont l'expression du besoin de la population. Par exemple, les CHU vont se retrouver avec le maire, président du conseil de surveillance. Des associations, il y a des associations de parents de personnes handicapées. Toutes les ADAPI fonctionnent de ce mode-là, en disant, comme ça, ils comprennent complètement bien le besoin et ils vont le faire appliquer dans l'association. Et là, on est proche, puisque du coup, c'est vraiment dans la gouvernance décisionnelle que sont les acteurs. Moi, je pense que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ces travaux avec ce qu'on appelle les CDU, commission des usagers dans les établissements, doivent être accompagnés, sensibilisés, formés. Il y a beaucoup d'associations de représentants de malades qui siègent dans ces instances-là, doivent être reconnus par les professionnels et ça change, honnêtement. Ça change dans l'état d'esprit des deux côtés. Hier, on avait, je caricature, potentiellement le professionnel qui disait « je sais, vous ne savez pas » et la famille, le patient, le représentant de patient qui disait « vous ne nous écoutez pas, nous on sait ce qu'il faut faire, je vais vous expliquer votre métier ». Quand les deux sont formés à ce dialogue-là, ça amène de la connaissance pour la santé de la personne, de la reconnaissance du professionnel de santé et un dialogue plutôt qu'un non-dialogue. Et je pense que ça, il faut le favoriser et le cadrer. Le favoriser en changeant l'état d'esprit et le cadrer en formant des deux côtés le professionnel à l'écoute du patient et de sa famille, j'insiste, ou de son environnement, de ses aidants. Il y a une question sur les aidants, j'y reviendrai dessus juste après. Après, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en associatif? Je crois que quand on n'est pas à optimiser le nombre de professionnels, on peut se permettre de faire ça. Je vise encore une fois les fossoyeurs. Quand j'ai appris des choses, je croyais connaître très bien le monde de la santé, là j'ai appris des choses. Quand on invente des CDD pour pouvoir utiliser un budget alloué par les fonds publics, ça veut dire que le CDD n'est pas là. On ne peut pas travailler comme ça et on a encore moins de moyens de poser la question, d'échanger, d'écouter, d'entendre la personne accompagnée. Il y a une limite à ça, même dans le public et dans l'associatif et dans le privé lucratif quand il y a ce souci-là. C'est quand les budgets sont contraints en EHPAD, par exemple, on nous donne en gros aujourd'hui 100 € de prix de journée par personne, tout compris, soins, dépendance, et puis ce que paye la famille ou la personne. Ça oblige à avoir un nombre d'aides-soignantes minime par rapport aux besoins de la personne. En gros, c'est 0,5 ETP de salariés par résident dans un EHPAD. C'est pas assez. C'est pas assez. On n'a pas toujours ce temps pour pouvoir faire ce qu'on vient de se dire, la qualité et l'écoute des personnes. Ou quand vous êtes compté à l'heure en service à la personne, pourquoi pas, ça dépend du prix. Et puis quand les départements vous obligent à faire une demi-heure et pas une minute de plus, etc. Et que si vous passez 3 quarts d'heure, on vous paye qu'une demi-heure, c'est compliqué.
C'est pas possible. Il faut militer pour empêcher les demi-heures à domicile. C'est pas possible. On n'a pas le temps d'échanger avec la personne, de se soucier aussi de l'impact sur elle. Il ne faut pas faire ça. Pareil que ce soit en libéral ou en salarié. Ça ne se pose même pas la question. Moi, je ne fais pas de différence. Après, l'associatif, quand dans vos instances, vous avez des personnes qui le font de manière bénévole, par définition, associatif, mutuel, public, on peut le mettre. La construction de la gouvernance n'oblige pas à payer des actionnaires. Après, dans le privé lucratif, on peut aussi avoir le souci de la qualité et de l'écoute, ne serait-ce que pour remplir l'établissement. Il faut prendre le bien et le positif de chacun. Par contre, il faut l'obliger de la gouvernance à la formation. Après, à l'intérieur, vous avez dit, j'ai beaucoup parlé, et je parle à des formateurs, je le sais. Moi, il y a plusieurs leviers que j'utilise en interne. J'accompagne tout ce que je peux en formation continue, au-delà du plan de formation. Moi, payer des DU, des diplômes universitaires, des spécialisations de DU à des médecins dans la formation continue, de permettre, on a inventé avec le campus des métiers et des qualifications, des formations hybrides. J'ai été un des premiers à pousser le maximum de salariés sur la première session. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les employeurs, alors je vais être cynique en même temps, mais c'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est quand on a des soucis de recrutement, l'apprentissage explose. Au-delà des possibilités financières, là je parle que de l'associatif. Le privé lucratif parfois l'a fait par les incitations financières. Nous, on le fait y compris parce qu'on a des soucis de recrutement. Et je pense que l'apprentissage est un vrai plus. Le président de l'OHS, pour vous dire, est le président aujourd'hui de l'Opco Santé. Ça montre bien aussi l'investissement qu'on veut, nous, associatifs, à l'OHS, de l'intervention, l'utilisation de tout ce qui est accompagnement de formation, y compris continu. Je pense que ça peut faire une différence. Je pense qu'un salarié devrait aussi regarder ça quand il va quelque part. Parce que je pense que c'est aussi son évolution d'intérêt, carrière, métier et de sens au travail. Il n'y a pas qu'une solution dans votre question, il y en a plein. Les aidants, je me permets d'ajouter, parce que j'ai vu la question des aidants, je vais la relire en même temps pour que tout le monde l'entende. Sur la question des aidants, ce travail souvent invisible et gratuit fait-il l'objet d'une reconnaissance? Laquelle est-elle suffisante? Alors, deux choses. C'est marrant parce que c'est l'actualité. Ça fait 5-6 ans qu'on nous parle de la loi sur la dépendance et à titre personnel, donc c'est même pas le DG qui vous parle, je pense qu'une des difficultés qu'ont les politiques de tous bords, pas de souci, c'est ça justement. Parce que ça y est, l'adresse a fait le travail, l'IGAS vient de faire un travail, l'Inspection générale des affaires sociales, et c'est là qu'ils ont constaté que 9,3 millions de Français étaient aidants en France. Vous imaginez que si du jour au lendemain, on valorise au sens pécunier du terme l'intervention de ces 9,3 millions de personnes, c'est plus le même budget qui est nécessaire. Deuxièmement, comment qualifier, comment objectiver le travail qui est fait? Je vais commencer par le côté négatif. Parfois, c'est pas fait du tout, évidemment. C'est normal, de manière professionnelle. Parfois, c'est fait en croyant bien faire, on ne fait pas toujours si bien que ça. Je commence par le négatif. Et puis, je trouve que personne, je dis bien, valorise, ou pas grand monde, ne valorise les aidants par la reconnaissance, par la... comment je dis ça, la reconnaissance? Je vais commencer par la reconnaissance de compétences. Un employeur, on va prendre l'OHS ou l'éducation nationale, puisqu'on est entre nous, qu'est-ce qui est prévu pour la reconnaissance de la compétence de cet aidant? Moi, je peux vous dire que celui qui est aidant, il a obligatoirement acquis, validé, réussi des choses, des acquisitions de compétences qu'il a pu avoir, qu'il soit dans le savoir-être ou dans le savoir-faire, de toute façon. Ça vaudrait le coup de l'accompagner, de le reconnaître, de le cadrer peut-être, de le concrétiser en formation continue de manière ou d'une autre. Certaines entreprises commencent à se dire, c'est vrai qu'il y a une adaptation, à faire deux choses en même temps, à pouvoir s'adapter aux besoins. Alors en plus, la famille, c'est souvent encore un peu plus compliqué, sur des gestes, sur des accompagnements qu'on ne connaît pas d'habitude. Comprendre les démarches qu'il faut faire pour obtenir de l'APA, de la PCH, la prestation de compensation du handicap, de faire les démarches administratives dans le monde de la santé, comprendre l'assurance maladie, comprendre l'hôpital, l'EHPAD, qui c'est qui paye quoi, qui c'est qui fait quoi. Franchement, ça nécessite une vraie capacité d'adaptation. Déjà, quand on est dans le secteur, des fois, c'est compliqué. Vous imaginez les autres. Celui qui comprend ça, qui est aidant, qui est capable de faire ça, vous voyez, même sur pur administratif. Ça, c'est une vraie compétence qu'on devrait reconnaître
dans le champ de l'entreprise, dans le champ de l'éducation nationale, dans le champ de l'associatif, quel que soit l'employeur. Je pense que ça, c'est pas assez reconnu et je pense que c'est un vrai angle intéressant à faire. Je pousse parce que je rêve et puis que j'ai envie de le faire et que j'ai commencé à le faire. Je pousse les mutuelles, plutôt les complémentaires santé pour élargir le terme, dans les contrats d'entreprise, dans les mutuelles d'entreprise, de reconnaître cet aidant, cette action-là, de lui faciliter la vie. Bien sûr, là, on commence à voir à droite et à gauche des gens qui disent, dans un accord d'entreprise, on permet d'avoir, comme les journées enfants malades qu'on a vu parfois, une journée de l'aidant. S'il y a besoin, l'entreprise, l'association, l'organisme met en place ce type d'accompagnement. Moi, j'aimerais qu'on le mette carrément de manière, je ne vais pas dire obligatoire, parce que c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, quoique, par le biais de la mutuelle d'entreprise. Pourquoi il n'y aurait pas une intervention, ne serait-ce qu'un contact avec un professionnel qui sera capable de vous écouter, de comprendre ce qui se passe. Je ne comprends pas, mes parents sont dans tel état, font ci, font ça, du jour au lendemain, il paraît qu'il faut qu'ils sortent de l'hôpital demain. Qu'est-ce qui existe? C'est quoi un EHPAD? C'est quoi une résidence autonomie? C'est quoi une résidence senior? C'est quoi une résidence service? Mais de quoi il a besoin? Mais qu'est-ce que je peux utiliser? Que fait le département là-dedans? Vous voyez, ne serait-ce qu'une heure de rendez-vous avec quelqu'un, alors en groupe ou en individuel, suivant le moment de la vie, je pense que c'est quelque chose que les employeurs pourraient mettre à disposition. Et sans trahir de secret, je pousse la mutuelle d'entreprise de l'OHS à proposer ça dans ses services pour les salariés de l'OHS. Et puis je peux même vous dire, je l'ai valorisé, c'est 1,80 € par mois pour des actions de coordination. Merci, Monsieur Michel. Vous ne voyez pas, je voulais vous faire des petits stops, mais comme vous ne nous avez pas à l'écran forcément, on a un temps à respecter qui est imparti. Excusez-moi. Pas de souci. Un immense merci pour votre intervention qui est pleine de sens. C'est le mot-clé que vous avez plutôt énoncé tout au long de votre intervention. Je retiendrai plusieurs mots-clés qui ont fait l'objet de votre intervention et qui sont riches, notamment dans ce thème démographie et santé. C'est adaptation, souplesse, coordination, complémentarité, formation, échange, dialogue. Et je terminerai par donner du sens à ce que l'on fait. Un grand merci, Monsieur Michel, pour votre intervention. Allez, je dis une dernière phrase et je vous garantis que j'arrête. N'hésitez pas à vous rapprocher des employeurs, des professionnels de santé, par le biais d'un campus, par le biais d'autres actions, pour être complémentaires les uns des autres. Ça sera toujours la main tendue. Je pense qu'il y a moyen dans le secteur de la santé à trouver des employeurs qui prendront votre main si vous l'attendez. N'hésitez pas. Moi, j'ai hésité au début parce que l'éducation nationale, quand on la connaît pas ou quand on la voit de l'extérieur, on peut avoir un avis. Moi, je peux vous dire qu'il y a moyen de bouger les lignes. Et puis, de toute façon, je vais être simple. Pour faire mon métier, je ne peux plus faire tout seul. Pour vous former, je pense que vous ne pouvez plus faire tout seul. Et je pense que la seule manière de oser penser qu'on peut réussir, c'est de travailler ensemble. Voilà. Un grand merci.